Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Aujourd'hui à l'émission Fanball, je vous dévoile la meilleure stratégie pour remporter votre fantasy football. Ma stratégie pour repêcher les meilleurs joueurs dans les 6 premières rondes fantasy football. Je vous dévoile également mon top 12 des meilleurs receveurs de passes selon moi au niveau fantasy football cette année et je reviens sur la performance des jeunes corps arrière pour la première semaine d'activité dans la pré-saison de la NFL. Tout ça à l'émission Fanball. Bonne émission! Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 3e épisode du balado Fanball. Très content de vous recompter parmi nous pour ce 3e épisode. Et là, on va vraiment rentrer dans le nerf de la guerre, soit parler de fantasy football, pas juste de la NFL. Et je vais vous dévoiler d'ailleurs mes stratégies, comment je vais aborder les différents repêchages dans mes différentes ligues de fantasy football. Donc, à l'émission aujourd'hui, je vais parler bien sûr de mes stratégies. Je vais revenir sur quelques matchs pendant la pré-saison. Ça va être un peu plus tard à l'émission. Et je vais terminer l'émission avec un segment où je vais dévoiler mon top 12 des meilleurs receveurs. La semaine dernière, j'ai fait mon top 10 des meilleurs corps arrière. Cette semaine, c'est les receveurs de passe pour le fantasy football. Donc, il y en a certains qui peuvent être un peu plus intéressants parce que, premièrement, ils ont peut-être beaucoup moins de compétition à l'interne ou ont déjà une bonne chimie d'établi avec le corps arrière. Donc, ça va être intéressant pour le top 12 à la fin de l'émission. Donc, on commence le 3e épisode de la saison 2 de Fanball. Juste avant, je veux juste mentionner que nous sommes sur Instagram, YouTube cette année, donc n'hésitez pas à partager le balado ou à aller suivre l'actualité tout au long de la semaine. Je continue à publier sur la page Instagram du balado Fanball. C'est quoi ma stratégie pour les repêchages de fantasy football? Eh bien, j'y vais pour les 6 premières rondes. Je ne vais pas y aller pour le repêchage au grand complet. Plus tard, dans un autre épisode, je vais vous parler des joueurs que je vais peut-être tenter une chance, les fameux sleepers, les joueurs qu'on pourrait créer une surprise en les repêchant plus tardivement dans le repêchage. Mais là, si on se concentre dans les 6 premières rondes du repêchage de votre fantasy football, la première ronde, moi, j'y vais avec un receveur de passe. Je sais qu'il y a Christian McCaffrey. Si je repêche au premier rang, je vais peut-être être obligé de repêcher Christian McCaffrey. Mais sinon, je vais me laisser tenter avec un receveur de passe. Parce que oui, il y a Breece Hall, oui, il y a Bijan Robinson qui peuvent être très intéressants en première ronde, mais on a énormément de talent à la position de receveur de passe. Et je crois qu'à la position de porteur de ballon, on peut se racheter un peu plus tard dans le repêchage. Et j'en ai déjà discuté, lorsqu'on repêche un porteur de ballon en première ronde, on est un peu plus vulnérable aux blessures parce que la loi de la moyenne fait en sorte que c'est plus souvent un porteur de ballon qui se blesse qu'un receveur de passe. Donc, j'y vais en première ronde avec un receveur de passe, entre autres, les joueurs que j'ai surveillés. Bien sûr, il y a CeeDee Lamb, Tyreek Hill, Ja'Marr Chase. Comme je vous ai dit, je crois vraiment que c'est son année. Et si je repêche un peu plus en fin de première ronde, j'y vais avec Amari St. Brown. On sait, il a une chimie déjà bien établie avec Jared Goff. Il est la cible de prédilection pour Jared Goff. Oui, on a Sam Laporta. Oui, on a d'autres receveurs de passe et des bons porteurs de ballon qui sont capables, comme Jahmyr Gibbs, de capter le ballon. Mais Amari St. Brown reste la cible numéro 1 de Jared Goff et c'est pour cette raison que je pourrais le cibler en fin de première ronde si je suis un peu plus loin au niveau du repêchage. Si je suis dans le début de la première ronde, j'y vais avec CeeDee Lamb, Tyreek Hill, Ja'Marr Chase sans hésiter. Donc, ça m'amène en deuxième ronde. J'ai déjà sécurisé mon receveur de passe numéro 1 de mon équipe. Je vais y aller avec le porteur de ballon cette fois-ci pour bien équilibrer mon attaque. Donc, j'en ai ciblé 2 entre autres. Il y a Saquon Barkley, je vous en ai parlé, comme quoi je pense qu'il est le prochain Christian McCaffrey, surtout avec les Eagles, l'attaque des Eagles de Philadelphie.
Et il y a Kyren Williams. On sait, hein, là, il a été partiellement blessé à une cheville, mais il devrait revenir en force pour la semaine numéro 1 de la semaine du calendrier de la NFL. Et Kyren Williams a connu là, une superbe saison recrue avec les Rams de Los Angeles. Sean McVay est un coach qui adore courir avec le ballon. Il fait confiance, bien sûr, à Matthew Stafford, mais il aime ça, là, avoir des formations musclées, aller chercher là, un 3-4 verges en premier essai, si ce n'est pas un peu plus, pour donner une chance à Matthew Stafford de jouer avec un deuxième écho ou un troisième écho. Donc, c'est un entraîneur et un système de jeu qu'on aime toujours courir, un peu comme les 49ers, où oui, on a des bons receveurs de passe, mais on partage le ballon, on distribue le ballon. Et Kyren Williams, même avec un Puka Nacua, même avec un Cooper Kupp, il va avoir son lot de courses dans un match. Donc, je vais avec Kyren Williams ou Saquon Barkley, dépendamment là, de où je me retrouve en deuxième ronde. Donc, après 2 rondes, je me retrouve avec un receveur de passe et un porteur de ballon. En troisième ronde, je retourne avec un receveur de passe. J'en ai quelques-uns que j'aime particulièrement. J'en ai ciblé, là, entre autres, il y a Drake London qui devrait être disponible en troisième ronde. Même chose pour DK Metcalf. Garrett Wilson pourrait être également disponible s'il décide de glisser, là, dépendamment de votre fantasy football. Si vous jouez naturellement là, à 8, 10, 12 équipes dans votre fantasy, ça peut changer. Là, ma stratégie est pour un repêchage à 12 formations. Donc, je crois que DK Metcalf, ça pourrait être mon choix là, numéro 1. Sinon, Drake London peut être là ou Garrett Wilson, à vrai dire, ça pourrait être mon choix numéro 1 s'il glisse en troisième ronde. Ça me solidifie là, vraiment. Là, après 3 rondes, je me retrouverai avec 2 excellents receveurs de passe et un porteur de ballon. Je serai en confiance avec ce genre de repêchage après 3 rondes. Et là, c'est là que ça commence à être intéressant. Lorsque la 4e ronde commence. C'est là que, selon moi, on peut aller dans plusieurs directions. On repêche un corps arrière, un ailier rapproché ou on retourne avec un receveur de passe. Je m'explique. Les corps arrière élites, il y en a certains dans des repêchages qui vont être très rapides à repêcher des corps arrière. Ce n'est pas souvent mon cas. J'aime mieux attendre un peu plus tard dans le repêchage. Mais si on parle pour parler, un Josh Allen ou un Lamar Jackson commence à glisser et est disponible en 4e ronde, ce qui me surprendrait, je saute sur l'occasion et je repêche mon corps arrière. Sinon, je vais avec mon allié rapproché. On a quelques intéressants. On a toujours Kelsey, Laporta, allié rapproché également là, des Cards de l'Arizona, là, McRae, là, qui pourrait faire vraiment toute une saison. On sait qu'il y a eu une très belle chimie là, avec Kyler Murray, surtout en fin de saison. Donc, j'y vais peut-être avec un allié rapproché. Ça pourrait être intéressant. Encore une fois, s'ils sont disponibles. Des fois, dépendamment, là, si on est à 12 formations, il y en a qui sont très agressifs sur ces 2 genres de positions parce que c'est un peu plus mince. Si j'ai pas le corps arrière voulu ou l'allié rapproché voulu, c'est pas grave, je m'en vais en porteur de ballon ou receveur de passe, je prends le meilleur disponible et je vais m'ajuster par la suite. On s'en va en 5e ronde. Là, si Anthony Richardson est disponible comme corps arrière, c'est mon choix, sans hésiter. Je pense que Richardson, on l'a vu là, dans le match pré-saison, assez à l'aise, fait 2 séries à l'attaque si je ne me trompe pas, 2 passes de compléter pour une trentaine de verges, rien d'extraordinaire, mais on se sentait à l'aise dans sa pochette et il y a même eu un jeu où il a pris ses jambes et on a vu qu'il est à 100%, il va être à 100% pour le début de la saison, donc je trouvais ça intéressant parce que j'écoutais plusieurs là, analystes au niveau des réseaux américains qui expliquaient que dans le livre de jeu des Colts, pendant la pré-saison avec Richardson, on n'a aucune course où on le laisse aller parce qu'on ne veut absolument pas qu'il se blesse. Et là, dans le premier match pré-saison, c'est pas une course planifiée, c'est plus une course improvisée. Et on a vu que l'entraîneur-chef semblait vraiment satisfait sur les lignes de côté. On ne voulait pas qu'il se blesse en courant, mais là, en le voyant courir et être efficace,
on est juste encore plus en confiance pour le début de la saison. Et Anthony Richardson, avec un Jonathan Taylor, je pense que ça va faire des flamèches au niveau de l'attaque au sol pour les Colts d'Indianapolis. Donc, c'est pour cette raison que s'il est disponible en 5e ronde, à vrai dire, c'est peut-être mon corps arrière numéro 1, là, je pense qu'il pourrait terminer comme corps arrière numéro 1 cette année dans la Ligue au grand complet. Donc, je ne prendrai pas de chance. J'irai chercher en 5e ronde s'il est bien sûr disponible. Sinon, j'en ai noté, j'ai donné 2 porteurs de ballon qui pourraient être disponibles. Très intéressant. Alvin Kamara. Je pense que l'attaque des Saints va rebondir cette année. On a eu l'année passée avec Derek Carr, l'entraîneur-chef. C'était très ordinaire. Là, je pense que Alvin Kamara va rebondir avec les Saints et va être vraiment là, très intéressant. Là, c'est le genre de joueur que j'ai encerclé là, sur ma liste parce que je veux absolument l'avoir dans mon équipe et non dans l'équipe adverse. Sinon, j'ai Ramondre Stevenson des Patriots. C'est pas le porteur de ballon le plus spectaculaire, mais il est pas mal seul dans cette équipe-là. On sait qu'on ne va pas nécessairement lancer énormément de ballons. On va y aller vraiment avec une attaque un peu plus traditionnelle. On va courir peut-être 2 fois sur 3 à chaque fois, à chaque série offensive. Donc, Stevenson reste qu'il va finir par faire des points parce qu'il a tellement d'occasions de faire des points, ça va finir par payer. Donc, ça, c'est ma situation après 5 rondes. Donc, je vous résume. J'ai au minimum 2 receveurs de passe, au minimum 2 porteurs de ballon et j'ai peut-être un corps arrière, peut-être un allié rapproché. Donc, en 6e ronde, je retourne stabiliser soit mon porteur de ballon, la position de porteur de ballon ou la position de receveur de passe, ce qui fait en sorte qu'après 6 rondes, je pourrais facilement me retrouver avec les 5 positions de départ. Comme, qu'est-ce que je veux dire par 5? C'est il y a toujours 2 receveurs de passe, 2 porteurs de ballon et une position flex, du moins dans la plupart des fantasy football. Donc, ces 5 positions-là, ils devraient être comblés et on aurait sûrement un corps arrière de repêché ou un allié rapproché. Donc, ça me fait que je suis assurément là, stable au niveau de l'attaque. Je n'ai pas de surprise. Par la suite, je m'en vais peaufiner quelques positions. Et si je n'ai pas repêché de corps arrière, peut-être en 7e ronde, aller avec un Kyler Murray, avec d'autres positions qui pourraient là, peaufiner ma formation. Mais vraiment, là, je pense que c'est la stratégie qui est la plus sécuritaire et la stratégie qui va finir par vous donner une chance de remporter semaine après semaine votre fantasy football. Donc voilà, c'est le petit segment que je voulais vous partager là, pour ma stratégie. C'est sûr qu'on dit qu'on ne gagne jamais notre repêchage, notre fantasy football avec notre repêchage. Mais on peut le perdre, notre fantasy avec le repêchage. Donc avec cette stratégie-là, moi je suis certain qu'on ne peut pas perdre notre fantasy football. Tu sais, si on devient un peu trop agressif, on repêche un corps arrière trop tôt, ailier rapproché trop tôt, là, on se retrouve qu'on n'a plus vraiment de receveur de passe, plus vraiment de porteur de ballon vedette de disponible. On est vulnérable. On est vulnérable à une blessure, on est vulnérable à des mauvaises semaines. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure stratégie pour s'assurer là, d'être toujours dans la partie semaine après semaine. Je vais vous parler de mes commentaires maintenant après une semaine pré-saison. On va parler principalement des corps arrière recrues parce qu'on sait les vétérans ne jouent pas vraiment la première semaine de pré-saison. Donc pour les corps arrière recrues, on ne peut pas passer sous silence la belle performance de Caleb Williams des Bears de Chicago. Il a été il a répondu au-delà des attentes, je crois, des Bears, était en confiance. 4-7, je crois, là, au niveau des statistiques, quasiment 100 verges. En tout cas, c'est des très belles statistiques qu'il avait là, récoltées là, après son premier match. Vraiment, on se sentait en confiance. Je pense que les Bears viennent de frapper un coup de circuit. Il va être assurément là, faire partie de l'élite pour les prochaines années à sa position. Mais le corps arrière que j'ai retenu, surtout parce qu'on parle de fantasy football, parce que Caleb Williams, il va être très efficace, il va être excellent là, comme corps arrière football. Mais pour un fantasy football, ça va peut-être
pas être le meilleur dès sa première saison. Mais pour Jayden Daniels, corps arrière des Commanders de Washington, c'est une autre histoire. Il était vraiment mobile, explosif. J'ai mis quelques astérix aussi. Là. Je crois qu'à la position de corps arrière, là, si je me retrouve avec un Jayden Daniels comme deuxième corps arrière, je vais être extrêmement satisfait. Là. Je pense qu'il peut même avoir là, des possibilités qui délogent mon corps arrière numéro 1. Pour les autres corps arrière que j'étais à l'aise, j'en ai parlé déjà, Anthony Richardson et Kyler Murray. Je pense que c'est des corps arrière qui peuvent vraiment être très efficaces en termes de points fantasy football. Donc, Jayden Daniels, c'est vraiment mon coup de cœur là, pour le fantasy football à la position de corps arrière cette année pour les joueurs recrues. Sinon, autre corps arrière qui a bien impressionné, c'est le corps arrière des Patriots. Je ne parle pas de Drake May, mais bien de Joe Milton, son auxiliaire, celui qui a été repêché en 6e ronde et non en première ronde. Vraiment, il a très bien fait, même un jeu extrêmement spectaculaire. Là. Un jeu là, qui va faire partie des faits saillants, là, des plus beaux jeux de la pré-saison, assurément, là, dans quelques semaines. Il a sorti de sa pochette avec la pression, a évité comme 4 ou 5 plaqués pour finalement là, contourner tous les joueurs là, qui se retrouvaient sur la ligne défensive et aller gagner là, le premier essai avec ses jambes. C'était vraiment spectaculaire. Je crois que c'était peut-être le jeu de la semaine. C'était celui du corps arrière recru des Patriots, mais pas de Drake May, mais Joe Milton. Ce qui m'amène à parler de Drake May. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, ben là, automatiquement, le Milton va être le meilleur. » On se calme. Drake May est plus jeune. Drake May, on savait que c'était un projet. On savait que c'était le genre de corps arrière qui n'allait pas commencer l'année avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Allait peut-être, en deuxième partie de saison, si tout se passe bien, commencer à prendre un peu plus d'expérience sur le terrain en séance de match. Mais on savait que ce n'était pas le corps arrière qui allait vraiment là, épater la galerie. Corps arrière un peu plus restreint au niveau de ses jambes, corps arrière de pochette, et il n'a pas fait d'erreur. Ce n'est pas une mauvaise performance. Oui, les autres corps arrière ont mieux fait, mais lui, il n'a pas mal fait pour autant. Donc, je pense qu'on a voulu le protéger avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Seulement une série. Personnellement, je lui aurais donné une deuxième série à l'attaque, ce qui fait en sorte qu'il aurait pu peut-être lancer un peu plus le ballon là, un peu plus loin. On sentait que c'était vraiment là, des petites passes. On voulait le protéger. On ne voulait surtout pas qu'il encaisse un sac. On voulait bâtir sur du positif et c'est le cas avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mais c'est quand même décevant qu'il a joué juste une séance à l'attaque. J'en aurais pris davantage. Peut-être que cette semaine, ça va être différent. Mais avec des receveurs de passe comme on les connaît avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui font partie de le dernier tiers facilement. Ligne offensive qui se retrouve dans les pires de la ligue. Au niveau des porteurs de ballon, on a pas vraiment un bon duo également. Un duo qui est très, très normal. On se retrouve qu'on n'a pas vraiment d'armes pour entourer Drake May et le faire bien paraître. Donc, si on n'est pas pour le faire bien paraître, on se limite dans son exposition là, à la télévision, à ses partisans. Donc, on le protège. Je pense que c'était une décision très intelligente de la part de l'organisation des Patriots. Un petit mot sur le corps arrière des Broncos de Denver. On sait que c'est très intéressant. Lutte à 3 corps arrière. Bo Nix a été épatant. Même que pour la prochaine semaine d'activité, il va commencer le match au lieu d'être le 3e corps arrière. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça va être lui qui va commencer l'année avec les Broncos, mais on sent qu'il est capable de brouiller les cartes et monter là, au niveau de l'échelon des corps arrière dans cette formation. Avec Sean Payton, je pense qu'on a un entraîneur qui est capable de bien le faire paraître là, comme un corps arrière recru, mais qui va gagner en expérience tout au long de la saison. Donc, ce qui m'amène au dernier segment là, du balado pour cette semaine, mon top 12 des receveurs de passe. Les 12 meilleurs receveurs de passe, ici, c'était moi qui repêchais à toutes les positions là, dans votre fantasy football, ça serait mes 12 premiers
receveur de passe. Vous allez comprendre que selon différentes listes, ça se peut qu'un des receveurs de passe sorte un peu plus haut ou sorte un peu plus bas. Je pense qu'avec cette liste-là, c'est à vous de prendre en avantage si, par exemple, vous êtes celui qui va repêcher le 10e meilleur receveur de passe, mais il y a toujours le 7 ou 6e de disponible. Sautez sur l'occasion. C'est là que vous allez gagner des points pour votre fantasy football. Je vais commencer avec la position numéro 1 parce que j'ai longtemps hésité. Là. Les positions 1 et 2, pour moi, c'est un 1A et un 1B. Je m'explique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent CeeDee Lamb en première position. C'est pas un mauvais choix. C'était mon choix numéro 1 jusqu'à tout récemment. Je me suis posé la question si j'étais une défensive et j'affronte les Cowboys de Dallas. Ça se peut que je mette 2 joueurs sur CeeDee Lamb. C'est parce que c'est la seule arme offensive des Cowboys. Du moins, c'est la seule arme où Dak Prescott est vraiment à l'aise d'attaquer. Oui, on a quelques receveurs de passe, Brandon Cooks ou Ferguson là, qui peuvent dépanner, mais c'est CeeDee Lamb la menace numéro 1. Donc, si j'étais la défensive, je mettrais assurément 2 hommes sur CeeDee Lamb, ce qui fait en sorte que si moi je l'ai dans mon fantasy football, au niveau de la production, je ne crois pas que c'est l'idéal. Ce qui fait en sorte que CeeDee Lamb se retrouve 2e sur ma liste. Qui est numéro 1? Vous l'avez deviné, c'est Tyreek Hill. Vraiment, saison extraordinaire. C'est lui qui était nommé par ses pairs comme le joueur à surveiller cette année dans le fameux top 100 sur NFL Network. Et je crois qu'il est mon numéro 1 au niveau de la position de receveur de passe. Ceci étant dit, ça ne me dérangerait pas de repêcher un peu plus tard et avoir la chance de mettre la main sur CeeDee Lamb, sur Ja'Marr Chase, sur d'autres receveurs de passe. Mais si je repêche, par exemple, au 2e au total, Christian McCaffrey sort premier, je me retrouve à choisir entre CeeDee Lamb et Tyreek Hill pour le 2e meilleur joueur dans ce repêchage-là. Je vais y aller avec Tyreek Hill juste parce que il a déjà livré la marchandise les dernières saisons. Je crois qu'il est capable de récidiver là, de son côté à Miami. Et pour l'argument de « on va doubler Tyreek Hill », ça fait quelques années qu'on essaie de doubler Tyreek Hill. Il est tellement rapide que ça ne fonctionne pas. Et si on décide de doubler Tyreek Hill, les Dolphins ont tellement d'autres bons receveurs de passe qu'on ne pourra pas doubler constamment Tyreek Hill parce qu'un Waddle va nous brûler. Odell Beckham Jr. est rendu avec les Dolphins. Il va nous brûler également. Même chose au niveau des porteurs de ballon. Donc, on ne peut pas jouer deux hommes sur Tyreek Hill à chaque jeu. Donc, c'est pour cette raison que je lui donne la première place. Pour la position numéro 3, j'y vais avec Ja'Marr Chase. J'en ai parlé dans les 2 dernières semaines. Avec les Bengals, avec Joe Burrow, je crois que c'est vraiment leur saison pour lever leur jeu d'un cran. Ja'Marr Chase est mon 3e receveur de passe. Position numéro 4, et c'est là que ça commence à être intéressant. Il y en a plusieurs qui mettent Justin Jefferson. Pour moi, j'y vais avec Amari St. Brown. J'en ai parlé un peu plus tôt à l'émission. Il est la cible de prédilection. On a le même corps arrière que les autres années. Et St. Brown a toujours fonctionné et toujours constant. Contrairement à Justin Jefferson, qui n'est pas toujours aussi constant, surtout avec un nouveau corps arrière, ça va être difficile d'assurer une performance incroyable. Kirk Cousins, c'était pas le meilleur corps arrière de la ligue, mais il était constant, il s'assurait de livrer les passes à Justin Jefferson. Si on y va avec un Sam Darnold, il a encore beaucoup à prouver comme corps arrière numéro 1. Et si on y va avec J.J. McCarthy, c'est un peu le même scénario. On a vu des belles images en fin de semaine là, de son talent à J.J. McCarthy avec une longue passe là, dans les zones profondes. S'il est capable de faire ça d'une manière constante semaine après semaine, il va me faire mentir. Mais qu'il me fasse mentir, pour l'instant, j'y vais avec Amari St. Brown. À la position numéro 4, Jefferson. Position numéro 5. Position numéro 6, j'y vais avec A.J. Brown. J'en ai discuté un peu plus tôt, là, pas un peu plus tôt, mais les Eagles vont avoir une attaque formidable. Saquon Barkley, Devontae Smith et là en plus avec A.J. Brown. A.J. Brown peut connaître une saison
comme je dis depuis quelques temps déjà, là, comme à la Jamar Chase. Là, je pense que Jalen Hurts, on l'a vu, et ce qu'on entend là, dans les matchs pré-saison et dans le camp d'entraînement, c'est qu'on veut vraiment s'assurer que Jalen Hurts travaille son bras et non ses jambes. Donc, lance plus souvent le ballon et lorsqu'il doit courir, qu'il passe le ballon à Saquon Barkley, ça va être lui qui va courir au lieu de A.J. Brown, au lieu de Jalen Hurts. Donc, A.J. Brown pourrait gagner là, avec quelques passes dirigées dans sa direction supplémentaire cette année si Jalen Hurts fait confiance à son bras canon. Donc, j'y vais avec la position numéro 7, Garrett Wilson. Tout ça parce qu'on a Aaron Rodgers. Wilson, je l'avais repêché l'année dernière. Je l'ai regretté à cause de la blessure de Aaron Rodgers. Mais même sans Aaron Rodgers, il n'était pas mauvais. Là. Garrett Wilson faisait sa part de points fantasy. C'est juste qu'il n'avait pas vraiment de toucher parce que lorsque l'attaque était dirigée par Zach Wilson, on faisait à peine 30 verges, on se bottait par la suite. Et souvent, les 30 verges, c'était Wilson ou Breece Hall qui les faisait. Donc, c'est pour cette raison que je le mets en position numéro 7. Position numéro 8, c'est là que vous allez voir que je suis peut-être un peu plus généreux avec ce joueur, Deebo Samuel, qui est en position numéro 8, parce que je pense que la situation avec Brandon Ayuk va le faire en sorte qu'il va grimper de quelques positions. Brandon Ayuk, s'il est échangé, Deebo Samuel se retrouve vraiment le meilleur receveur de passe dans cette équipe. Là, il est peut-être un A puis Ayuk un B, ou dépendamment des semaines, ça s'inverse, mais sans Ayuk, on a vraiment juste un 1 tout simplement. Là. C'est le receveur numéro 1 de cette équipe. Donc, c'est pour cette raison que je le mets en 8e place. 9e position, Puka Nacua, qui descend au détriment de Deebo Samuel. Nacua, juste parce que Cooper Kupp va être dans l'alignement tout au long de la saison. Donc, j'ai l'impression que la distribution du ballon là, au niveau des Rams va être un petit peu différente. Il va être quand même le receveur numéro 1 de cette équipe, mais ça va être un peu différent. Parce que Puka Nacua a un peu le gabarit il est un peu plus grand. Attaquer les zones profondes avec Nacua, c'est plus dangereux, mais je crois que Cooper Kupp va revenir, là, ce petit receveur de passe là, qui va capter les petits jeux et ça va enlever un peu de passe là, dirigée vers Puka Nacua. Position numéro 10, Drake London. Petite surprise là, j'en ai parlé, les Falcons, j'aime vraiment ce qu'ils font avec l'acquisition avec Kirk Cousins. Ça va venir stabiliser l'attaque. On a quelques bons atouts là, à l'attaque et ils vont être assez spectaculaires et à surveiller, là, je pense, au niveau de l'offensive. Kyle Pitts, on a Bijan Robinson et là Drake London qui est un bon receveur de passe. J'ai l'impression de voir Mike Evans, mais il y a 7 ans. Un peu plus jeune, toujours disponible. C'est le genre de receveur de passe qui est capable de sauter extrêmement haut pour capter le ballon et de retomber, là, les attrapés contestés. C'est Drake London qui gagne peut-être 3 fois sur 4. Donc, c'est là que ça devient intéressant, là. Surtout pour un Kirk Cousins qui... on va se dire, là, n'est pas le plus spectaculaire, va des fois lancer des balles qui sont des attrapés contestés. Et Drake London, j'ai l'impression qu'il va être en mesure de sortir avec le ballon et gagner la confiance rapidement là, de Kirk Cousins. Position numéro 11, je suis généreux également là, pour ce joueur, mais vous le savez, depuis le début du balado, j'en parle. DK Metcalf, receveur numéro 1 des Seahawks de Seattle. Je pense qu'avec le nouveau coordonnateur qui a par le passé là, prouvé qu'il aime un corps arrière qui lance le ballon, je pense que DK Metcalf peut aller gagner là, un peu plus de ballons. Et surtout que Tyler Lockett commence à être un peu plus vieux, va ralentir. Est-ce que l'autre, le receveur numéro 3 là, des Seahawks de Seattle va compenser? Peut-être qu'il est encore jeune, il va débuter là, une autre saison. Donc, je pense que DK Metcalf va être le receveur numéro 1 de cette équipe et peut-être un des meilleurs receveurs de passe de la Ligue. Ça ne me surprendrait pas
j'y vais avec une prédiction audacieuse, mais qu'il finisse dans le top 10 ou top 5 comme receveur de passe. Même top 5, là, ça serait vraiment audacieux, mais j'y crois. Je pense que DK Metcalf a le gabarit, a le talent pour aller là, faire sa place dans le top 5 des meilleurs receveurs de passe fantasy football. Et ma 12e position, Mike Evans, c'est un joueur qui est une valeur sûre. Là. Donc, il joue avec Baker Mayfield. Oui, c'est Baker Mayfield, mais il finit toujours par attraper un bon nombre de ballons, surtout dans la zone payante. Et c'est ça qui est payant pour un fantasy football parce qu'on vient de gagner là, 6 points là, facilement là, avec des attrapés de Mike Evans. C'est la cible de prédilection de Baker Mayfield et de tous les corps arrière qui ont travaillé avec Mike Evans parce qu'il est un peu plus grand. Il est fort physiquement aussi. Il est capable d'aller chercher ses attrapés contestés. Et quand ça compte, il est toujours présent. Donc voilà mon top 12 des meilleurs receveurs de passe. J'y vais en rafale. Je commence numéro 1, Hill, 2, Lamb, 3, Chase, 4, St. Brown, 5, Jefferson, 6, A.J. Brown, 7, Wilson, 8, Deebo Samuel, 9, Puka Nacua, 10, Drake London, 11, DK Metcalf et 12, Mike Evans. Donc voilà ce qui complète ce 3e épisode du balado Fanball. Je vous rappelle que, nouveauté cette année, les épisodes sont disponibles en format vidéo sur YouTube. Il y a également des extraits qui circulent sur les réseaux sociaux, entre autres sur la page Instagram de Fanball, le balado. Suivez-nous, commentez les vidéos. Je voudrais également remercier là, 2 de mes associés pour la saison numéro 2, là, qui m'aide beaucoup là, au niveau des réseaux sociaux, de l'affichage de Fanball. Vous avez vu que le produit s'est nettement amélioré après la première saison. Je voudrais remercier entre autres Gabriel Fournier là, qui s'occupe de tout ce qui est montage, réseaux sociaux et également là, Myriam Lesage-Vachon là, pour l'animation et également là, pour l'infographie là, donc dans les vidéos également. Là, donc c'est le petit trio de Fanball le balado. On espère que vous allez embarquer dans l'aventure cette année. Pour le faire, c'est simple, suivez-nous sur Instagram, commentez les vidéos, on va vous répondre, on va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous donner la meilleure réponse selon nos capacités. Même chose sur les vidéos YouTube, vous pouvez toujours le partager. C'est vraiment là, ce qui nous fait le plus plaisir, là, si vous voulez remercier notre travail, notre produit, c'est de partager soit la page Instagram ou la page YouTube. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon football, une bonne 2e semaine de match pré-saison et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Fanball. Bonne soirée!